Alors c'est exactement l'enjeu du podcast, c'est d'une certaine manière de montrer que c'est possible au travers des parcours qu'on va évoquer. Alors c'était évidemment ma première question, vous l'avez très bien dit. Comment on fait pour avoir une carrière aussi riche? Donc on pourrait rentrer dans le détail en effet, mais c'est pas seulement le fait d'être débuté, mais c'est la façon dont vous avez été débuté, l'impact que vous avez eu. Comment on fait pour casser les codes? Comment on fait pour percer en dehors des systèmes? Bon, je pense pas qu'il y ait de recette miracle. Je pense que c'est le caractère de chacun qui le détermine. Moi, je viens d'un milieu très modeste, hein, puisque mon père a commencé son activité en plantant des poteaux électriques. Bon, je trouve que c'est un peu drôle, puisque je me suis retrouvé président du directoire de RTE quelques décennies plus tard. Et d'ailleurs, en entrant dans l'entreprise, c'est ce que j'ai dit, le seul conflit que j'ai sur le plan des conflits, c'est cette origine-là que je revendique. Bon, même si mon père méritait de faire tout à fait autre chose. D'ailleurs, il a fait d'autres choses, il a été cadre ensuite et il a évolué dans cette grande entreprise. Famille modeste, famille nombreuse, ce qui fait que j'étais 5 frères et sœurs dans une petite maison. Donc moi, à 15 ans, j'ai pris une piole à l'extérieur parce que c'était compliqué d'être un peu agglutiné les uns avec les autres, avec l'accord de mes parents d'ailleurs, j'ai fait ça. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que chaque année, il se passe un truc dans ma vie. Bon, je me faisais des défis comme ça. Ça c'est intéressant. Ouais. Donc chaque année, Chaque année, il y avait un défi. nouveau défi. Je ne le programmais pas à l'avance, je me le programmais sans forcément tout faire pour réussir, parce que les choses, il faut quand même aussi laisser une part au destin. Hein. Et puis, il ne faut pas rêver, on n'est pas le seul à pouvoir agir sur les curseurs qui déterminent notre vie. Hein. Et donc, par contre, il faut être attentif aux rencontres. Il faut prendre quelques risques, sinon c'est vrai qu'on n'avance pas. Parfois on se casse la gueule, hein, c'est assez normal. Et puis, il ne faut pas lésigner sur les opportunités. Vous savez, je pense toujours à cette... j'avais fait l'interview quand je faisais de la radio de plein de gens, dont Michel Sardou. Alors, Michel Sardou, c'était pas mal. Lui, il m'a dit un truc que j'avais trouvé un peu cucu à l'époque. Je me souviens, c'était à Lyon, il donnait un spectacle, très beau spectacle, c'est quand même une bête de scène, faut le remarquer. Il était en peignoir, je crois, et on était assez détendu dans l'interview. Bon, moi je faisais mon taf, comme on dit. Et puis la dernière question, je lui avais dit, mais qu'est-ce que vous diriez à un jeune aujourd'hui? C'est un peu votre question. C'est un peu votre question. Et il m'avait répondu avec le ton Sardou, eh bien je lui dirais qu'il faut dire je veux, encore je veux, toujours je veux. Bon, c'était un peu caricature de lui-même dans cette réponse, mais au fond, cette question d'avoir une volonté de rien lâcher par rapport aux perspectives qu'on se donne, c'est l'une des clés. C'est l'une des clés, même s'il y a des moments de désarroi, pour ne pas dire de détresse, il ne faut pas exagérer, on peut rebondir. Et alors justement, est-ce que vous avez eu d'autres personnes comme ça qui vous ont tendu la main, soit de manière un petit peu indirecte, comme Sardou qui vous a dit une sorte de vérité générale que vous avez compris plus tard? Est-ce qu'en politique ou parce que quand vous avez été maire, avant d'être maire, vous avez été adjoint au maire, est-ce que ça a été aussi ces années de formation? Est-ce que quelqu'un quand même vous a tendu la main à un moment ou vraiment ça a été votre volonté Les mains, comme vous venez l'évoquer? quand elles se tendent, il faut les prendre. Hein. Moi j'ai été un peu matricé sur le plan politique et social par un prêtre ouvrier. J'étais entré à la jeunesse ouvrière chrétienne à l'époque, donc ça aussi ça fait vieux monde, comme on dit. Et avec un respect, c'est un jeune d'ailleurs, un respect des valeurs, un respect de la capacité d'un jeune à penser par lui-même. Et j'avais été très attiré par justement ces raisonnements. Et lui, il m'avait tendu la main au sens où il m'avait fait avancer dans une conception du monde qui était d'approche plutôt sociale, pour ne pas dire socialiste à l'époque. Hein. Pour autant, je me suis fait virer d'une église assez rapidement, pas par lui mais par un autre curé. Un jour où j'ai dit à... Si on dit tribune, c'est pas le mot, mais vous savez, il y a des moments... j'ai été catho, je crois plus l'être beaucoup, mais enfin j'allais à la messe et j'étais venu dire qu'il fallait faire une prière pour les victimes du colonialisme français à Djibouti. Bon, ça la foutait mal, quoi. Et donc on m'a expliqué que c'était pas la peine que je revienne. Bon, je sais pas si j'avais vraiment conscience de ce que je disais, j'avais 15 ou 16 ans quand j'ai dit ça. J'avais été choqué par un certain nombre d'images. Bon, la présence militaire française dans le monde, c'est un truc plus compliqué que la caricature que moi-même j'en faisais à ce moment-là. Mais bon, donc ça c'est peut-être premier entendu. Ensuite, je suis rentré en politique assez jeune, puisque j'avais
18 ans quand je suis rentré au Parti Socialiste, enfin un peu plus, non, 20 ans. Et je suis rentré parce que je le raconte dans le livre. À l'époque, je faisais de la radio, j'avais un statut d'intermittent du spectacle, très précaire. Et il y a un organisme qui s'appelle le SAC, Service d'Action Civique, qui était police dirigée par Pasqua, hein, qui m'a coincé. Enfin, deux types de cette organisation m'ont coincé un jour dans le studio. Ils travaillaient dans l'entreprise en me disant maintenant, tu arrêtes de parler du Larzac, quelque chose comme ça, sinon tu vas te faire virer, quoi. Enfin, et puis on a des dossiers sur toi, on t'a vu boire un pot avec une femme qui n'est pas ta femme, etc. Vous voyez, c'était un peu glauque quand même. Bon, quand vous avez 20 ans, ça vous fout un peu la trouille quand même, parce que vous vous dites, si je perds mon boulot, c'est embêtant, c'était avant 81. Hein. Et donc, j'ai rejoint à ce moment-là, j'ai eu le besoin de rejoindre une organisation politique, un collectif. À la fois, je suis devenu délégué syndical, la CFDT, et je suis rentré au Parti Socialiste, une époque où il fallait rentrer avec un parrain, passer une espèce d'examen de passage, être syndicaliste, faire montre d'engagement, etc. Bon, après, c'est devenu, que ce soit pour le PS ou d'autres partis, il suffisait d'adhérer, de payer 10 balles. À l'époque, c'était pas comme ça. Et c'est vrai que la personne qui est décédée maintenant, d'ailleurs, qui m'avait parrainé à l'époque, m'a aussi tendu la main pour que je puisse aller au bout de cet engagement. Puis après, j'ai rapidement pris une forme de leadership dans les actions que j'ai menées. Et il se trouve que ça marchait. Donc, Parce que donc, au début de carrière, parallèlement, vous étiez chef d'entreprise et extrêmement actif au sein du PS de votre région. Au début, oui, j'étais intermittent du spectacle, comme je vous l'ai dit. Pendant 4 ans, 5 ans, j'ai fait de la radio, j'en faisais tous les jours, y compris le week-end d'ailleurs. Bon, c'est un moment de ma vie qui est extraordinaire, parce que j'ai rencontré des gens merveilleux. Enfin, je cite quelques-uns de ceux que j'ai rencontrés dans le bouquin, mais je sais pas, avoir rencontré Pérec, par exemple, c'est avoir rencontré, je raconte plusieurs rencontres que j'ai eues avec Léo Ferré, parce que c'est vrai que cet homme, j'étais en admiration permanente par rapport à ce qu'il écrivait, et avoir dû aller recommencer l'interview parce que j'avais mal réglé mon magnétophone, et le faire à 22h le soir sans qu'il me jette, quoi. Puis on retrouve aussi votre personnalité, c'est-à-dire un engagement très fort dans sa vie chez Léo Ferré, et en même temps, pas seulement pour des classes favorisées, mais pour tous. Un engagement qui est aussi populaire. Donc je vois bien la proximité entre oui, Léo et puis Ferré et vous. sur l'écriture aussi. Quand Ferré me dit cette phrase que je reprends dans le livre, la poésie, c'est quand le mot arrive sur le papier une seconde avant la pensée. Bon, la dimension un peu instinctive, la dimension de l'intuition, de comment on va traduire l'émotion ou la pensée. C'est vrai que ça m'a fait réfléchir longtemps, parce que je me suis dit, bon Dieu, mais c'est bien sûr, comme disait l'autre. Et donc des rencontres comme ça, et je pourrais en citer vraiment des centaines, ça vous muscle le cerveau, les tripes, ça vous donne envie d'aller plus loin. Et puis, comme je l'explique aussi, j'en ai eu marre de faire de la radio à un moment, parce qu'il y a un côté un peu vampirisation, quoi, c'est-à-dire on vit par les autres. C'est-à-dire que c'est en faisant l'interview des autres qu'on essaye de grandir soi-même, mais nous-mêmes, on en est où? Alors, j'ai fait un peu de spectacle, j'ai fait un peu de chansons, j'ai fait des choses comme ça. Puis après, en politique, je me suis plus révélé, parce que mon engagement dans un collectif, mon action, j'ai été élu à 26 ans à la mairie de Crolles, hein, comme maire adjoint. 35 ans dans cette commune. J'ai fini par exercer pendant 2 mandats le mandat de maire. Bon, c'est un parcours tout à fait exceptionnel. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, pour montrer aussi, j'ai... Pardon, je vous coupe. Est-ce que vous diriez que ces années du coup de formation à la radio, tous les risques que vous avez pris aussi sur scène, etc., les rencontres que vous avez faites à un âge assez jeune, est-ce que vous pensez que ça a été des années de prise de confiance, de formation? Ah oui, c'était pas les années de défi. Le spectacle que j'évoque, qui est l'adaptation théâtrale du roman de Françoise Xenakis, qui s'appelle La Nuit d'Iré dans l'île, qui n'est pas du tout écrit en vers, qui avait été monté par Marie-Christine Frézal, qui était la comédienne avec qui je travaillais à l'époque. J'avais pris le risque dans ce spectacle, qu'on a pas mal tourné, d'écrire toutes les musiques de toutes les chansons que j'ai interprétées, qui étaient en fait des mises en musique du texte, qui étaient de la prose. Et je jouais sur scène, en live. Je jouais ma peau tous les soirs, quoi. Bon. Mais c'était pour moi important d'arriver à faire ça. Avant que vous n'interveniez, je voulais juste dire aussi que lorsque j'ai travaillé dans une mission interministérielle qui consistait à développer la télévision locale en France.
J'ai eu les clés d'une expérimentation à l'île d'Abo pendant 15 jours de 2 canaux de télévision. J'avais un budget et je faisais en gros ce que je voulais. Je rendais des comptes, mais j'avais une totale liberté pour tester des modules de programmation en télévision locale. Il se trouve que ça m'a passionné, que j'ai fait des choses tout à fait extraordinaires, et puis que du jour au lendemain, j'ai été viré. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un changement de majorité, et que dans ces cas-là, on fait ses cartons, et puis c'est la loi du genre. Et donc je me suis retrouvé effectivement au chômage. Bon. Et j'étais maire adjoint dans ma commune. Et là, par orgueil, je ne suis pas allé m'inscrire à la NPE. Je me suis mis en profession libérale, ce qui n'était pas évident, pour faire... j'étais consultant sur des questions de réseau câblé et autres. Je n'ai pas gagné des fortunes, mais je ne pouvais pas assumer d'avoir été ce que j'avais été, d'être encore un élu et aller cotiser, aller contribuer pour toucher les assédiques. Je ne critique pas les gens qui font ça parce que je pense que c'est utile, mais moi, j'ai pas voulu le faire. Voilà. Donc j'en ai chié, comme on dit, parce que... Donc, une de vos recettes, quand même, c'est la fierté. Oui, alors. c'est ça. La fierté, l'honneur, la dignité, on va dire la dignité, quand même. C'est plus la dignité, oui. C'est le mot que je préfère, parce que on peut pas s'abaisser à tout, quand même. Et on peut pas se faire marcher sur la gueule non plus tout le temps. Donc il faut trouver des équipes. Parfois, ça fait mal. Parce que vouloir rester digne dans des moments où il y a des facilités autres, c'est vrai qu'on peut se mordre les doigts parfois. C'est un peu